Bon, nous approchons des 1 an de la chaîne, donc quoi de mieux pour revenir sur un genre de film que j'avais abordé dans la première vidéo. Alors parlons un peu des films d'arts martiaux. Mais comme je ne peux plus me servir que d'un seul. Nous sommes à la fin des années 60 et la Shaw Productions, basée à Hong Kong, décide de financer le film Un seul bras les tue à tous, de Chiang Chai. Il marquera l'histoire du cinéma hongkongais car il va être le premier film à rapporter $1 million de recettes et va propulser son acteur principal, Jamie Wong Yu, au rang de célébrité. Ce succès va mener à la production de 2 autres films, Le bras de la vengeance en 69 et La rage du tigre en 71. Et ces 3 premiers films formeront la trilogie du sabreur manchot. Jimmy va se construire une carrière avec ce personnage et jouera dans d'autres productions comme Le boxeur manchot ou encore La vengeance de l'homme à un seul bras. Et l'ensemble de ces films instaureront le personnage du sabreur manchot dans la légende cinématographique d'Hong Kong. Légende qui franchira un premier cap en 71 dans un crossover avec un personnage issu de la culture cinématographique japonaise. Avec le personnage de Zatoichi, un sabreur aveugle qui est très intéressé par les jeux de hasard. Ouais. Dans le film Zatoichi contre le sabreur manchot. Film qui marquera à son tour l'histoire puisque nous allons retrouver un mélange de cultures, avec un montage différent pour le Japon et la Chine. Au même moment, un homme va commencer à faire parler de lui grâce au film Big Boss, et ce n'est autre que Bruce Lee. Lui qui encore à l'heure actuelle est le symbole des films d'arts martiaux, mais l'histoire aurait pu être totalement différente. Dans le film, il partage l'écran avec James Tien, et ce dernier était censé être le héros du film, tandis que Bruce Lee devait mourir en milieu. Finalement, la société de production décida que Bruce Lee devait incarner le héros, après avoir vu son aisance devant la caméra. Aisance qui lui permettra de se démarquer des autres films à l'aide d'un style bien personnel. Rapidité des coups de pied, sautillement ou encore le maniement du nunchaku. Ce style de combat sera sa marque de fabrique, tout comme ses mimiques. Expression du visage, cris et attitude de badass, Bruce Lee avait tout d'un vrai big boss. Symbole des films d'arts martiaux, mais aussi celui des minorités, reprenant les caractéristiques du genre avec un héros souvent pauvre qui décide de se rebeller contre l'autorité, il ne déroge pas à la règle. Porte-parole des ouvriers dans Big Boss, combattant contre la pègre dans La Fureur du Dragon, ou encore héros chinois qui combat l'envahisseur japonais dans La Fureur de Vaincre. Historiquement, la Chine et le Japon ne sont pas franchement amis, surtout après l'occupation japonaise. Alors quoi de mieux que de montrer à l'écran un héros chinois qui les combat? C'est tout le but de La Fureur de Vaincre. Le film racontant l'histoire d'un homme qui, après des vacances, revient dans son école de kung-fu, apprend que son maître est mort, et surtout qu'une école rivale japonaise insulte sa maison et est raciste envers les Chinois. Si le public européen le regarde comme un film d'arts martiaux classique, le public hongkongais, lui, le voit comme un film engagé. Huo Yanya, héros martial chinois, débarrassa son pays de l'infamante appellation de malade de l'Asie orientale, grâce à ses combats victorieux contre les champions russes et japonais. Il mourut mystérieusement peu de temps après. Il existe de nombreuses versions de la mort de Huo. Ce film se base sur l'une d'entre elles. Engagement qui sera aussi bien vu en Amérique et qui participera à son succès. Pays qui dans les années 70 venait tout juste de sortir de l'apartheid, ce qui n'enleva pas pour autant le racisme envers les Afro-Américains ou les Mexicains. Engagement que nous allons aussi retrouver une nouvelle fois dans Opération Dragon. Le film est une coproduction entre les États-Unis et Hong Kong pour le studio Warner Bros. À cette période, les héros asiatiques ne courent pas les rues dans les films américains et jouent souvent des rôles secondaires et peu impactants. Par peur que le film ne fonctionne pas sur le sol américain, la Warner décide de mettre à l'affiche, aux côtés de Bruce Lee, un héros blanc avec John Saxon et un héros noir avec Jim Kelly. Un personnage central noir n'est pas habitué non plus, et qui va être un prolongement qu'avait mis en place George Romero dans La Nuit des Morts en 68. Le film participe donc à la Blaxploitation, un courant culturel et social associé au cinéma américain des années 70, qui a revalorisé l'image des Afro-Américains en les représentant dans des rôles dignes et de premier plan, et non plus seulement dans des rôles secondaires et de faire-valoir. J'ai cité le film de George Romero un peu avant car l'acteur principal est un Afro-Américain, qui était une chose très rare à cette époque. D'autant plus que la fin du film peut être interprétée de différentes manières. Je ne vais pas vous spoiler ici, et je vous laisse donc y jeter un coup d'œil par vous-même, le film étant disponible sur YouTube. Dans Opération Dragon, Jim Kelly ne joue pas sur les clichés racistes. Il pratique les arts martiaux,
est plutôt bel homme et surtout recadre des policiers. Look what we got here! Holding a police officer! En 2004, le film est sélectionné pour être conservé au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès, en raison de son importance culturelle, historique et esthétique. Mais avant de jouer dans Opération Dragon, il travaillait dans ce qui allait être son plus grand film, à savoir Le Jeu de la Mort. Nous sommes en 1972. Bruce Lee a une histoire mais pas de scénario défini. Dans sa version, le film racontait l'histoire d'Haïtienne, un champion d'arts martiaux invaincu et en retraite, qui, un jour, est approché par la mafia pour participer à une descente avec 4 autres champions dans une pagode de 5 étages, gardée par des experts d'arts martiaux, et le sommet renferme un trésor. Seulement voilà, après son retour d'Opération Dragon, le petit dragon meurt à l'âge de 32 ans, d'un œdème cérébral. Et le jeu de la mort le suit dans son cercueil. Après avoir marqué le cinéma d'arts martiaux, ainsi que toute une génération de spectateurs, un vide s'installe, et il faut le combler. Sa mort va donner naissance à des copies, qui vont essayer de le remplacer et de se faire de l'argent sur son personnage. Mais personne ne peut remplacer Bruce Lee. En 1976, Jackie Chan joue dans La Nouvelle Fureur de Vaincre, qui est très facilement oubliable. Après ce bide, il construit son propre personnage pour se détacher de celui de Bruce Lee, et devient son opposé. Là où la légende faisait des mouvements amples, lui préfère des mouvements proches du corps, et surtout, il opte pour un personnage comique. Le premier exemple qui me vient en tête est Le Maître Chinois, sorti en 1978. Le film est réalisé par Wen Yu-ping et raconte l'histoire de Wang Fei-yong, une personne ayant vraiment existé et qui était une sorte de Robin des Bois chinois. Il a eu de nombreux films dédiés, le premier date de 1949. Le Maître Chinois raconte l'histoire du jeune Wang Fei-yong, un jeune homme qui s'attire souvent des ennuis et dont le père est maître d'une école d'arts martiaux. Un jour, il décide de l'envoyer chez son oncle pour lui apprendre la discipline, mais finit par s'enfuir. Sur son chemin, il croise un certain Su, un ancien alcoolique qui connaît une technique de kung-fu, mais en étant ivre. Le personnage du combattant ivre va être pris dans différentes œuvres, avec des références plus ou moins directes au film. La plus connue est sûrement celle de Dragon Ball, avec le personnage de Jackie Chun. L'humour est un élément important pour les films de Jackie Chan. Il ne veut pas montrer du sang pour choquer les jeunes qui regardent ses films, et préfère leur montrer des chorégraphies explosives avec des touches d'humour. Un autre qui remonte, mais pas de sang, rien. Et moi, il faut que je réfléchisse comment je peux en fait me débarrasser des armes à feu, utiliser les mains. Mais quelle que soit la façon dont je le fais, à la fin, eh bien, le public rit. Au fil des années, il a préféré se détacher des rôles d'action comique pour se tourner du côté des drames. On peut prendre pour exemple New Police Story, où il incarne un personnage alcoolique et traumatisé par la mort de ses collègues. Dernièrement, il a joué dans The Foreigner, où il incarne un père en deuil qui souhaite se venger de la mort de sa fille. Au-delà de son personnage fictionnel, Jackie Chan réalise la plupart de ses cascades. Il a pour inspiration Buster Keaton, avec comme film Le Mécano de la Générale. Son statut de cascadeur lui a valu une place dans le Guinness Book pour le plus grand nombre de cascades pour un acteur encore en vie, avec une insistance sur le fait qu'aucune assurance ne couvre ses productions. Je pense qu'on peut définitivement mettre cet homme au rang de légende vivante. Le film d'arts martiaux n'a cessé de se réinventer au fil des années. Par exemple, au début des années 2000, la comédie d'action Crazy Kung Fu de Stephen Chow sort en salle, et nous livre une synthèse du cinéma de genre. La romance avec une histoire d'amour,
la guerre des gangs avec les antagonistes, et bien évidemment, le cinéma d'arts martiaux avec son personnage principal. Stephen Chow est connu en Asie pour être le roi de la comédie. Il a fait ses armes avec la parodie Le premier exemple notable est Shaolin Soccer, qui raconte l'histoire d'une équipe de foot avec des moines Shaolin qui pratiquent les arts martiaux. Son goût pour les arts martiaux vient de son enfance. Plus jeune, il regardait les films de Bruce Lee dont il était fan. D'ailleurs, la légende a souvent le droit à un petit clin d'œil. Le film se déroule dans la Chine pré-révolutionnaire, où les gangs font leur loi et le plus réputé est celui des H, qui règne en maître grâce à la corruption et la retraite des maîtres de kung-fu, qui ont décidé de mener une vie simple. Un jour, un prétendu gangster et membre du gang des H, Singh, arrive dans un quartier pauvre pour les racketter, mais échoue. Alors on se la raconte? Le boss du gang des H fait un somme à l'intérieur, que les futurs morts fassent un pas en avant. D'accord. Alors il n'y a pas moyen de négocier. Ce qui a pour conséquence d'attirer les vrais membres du gang. On va ensuite suivre l'histoire de Singh qui pense qu'être un criminel est nettement mieux qu'être un héros, car le héros est minable. Le film pose ses bases dès le générique en détournant l'archétype du gangster. Il reprend aussi les mêmes caractéristiques que Shaolin Soccer, avec son aspect de cartoon lors des scènes de combat. Bon, sinon je pense avoir fait le tour du genre. Je suis revenu sur les différentes périodes avec leurs stars associées, et j'ai pas pu tout dire ici, sinon j'aurais fait une vidéo de 2 heures, et j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai pas parlé de la trilogie d'Ip Man avec Donnie Yen, parce que j'ai pas assez de choses pertinentes à dire dessus. Mais si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et à mettre en commentaire quel genre de film vous voulez voir dans la prochaine vidéo, ou le cinéma d'un réalisateur. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, peace. Bienvenue dans le programme qui va te sauver de l'ennui. Une soirée annulée ou encore une mise à jour de Warzone qui est beaucoup trop longue, j'ai ce qu'il faut pour toi. Alors pose-toi dans ton canapé et allume ton goût du cinéma parce que c'est l'Instafilm.